Chapitre 13. Un événement de soirée. Ils avaient gardé une arme pointée sur lui pendant que Fade s'était changé. Un autre garde l'avait aidé à enfiler le blazer, étant donné que l'épaule gauche de Fade ne semblait plus fonctionner. Voilà ce qui arrive quand on se fait tirer dessus. On ne peut plus mettre de beaux vêtements. Après avoir défoncé la porte, ce qui avait été un spectacle amusant, Lod était retombé dans son grognement morose. Le cow-boy n'avait même pas pris la peine de mettre son chapeau. Il n'avait pas bougé quand ils étaient venus chercher Fudd, bien que cela puisse être dû au fait que l'homme qui surveillait Fudd pendant qu'il s'habillait avait gardé le canon pointé dans la direction de Lod jusqu'à ce qu'ils aient fait sortir Fudd de la pièce. Dans l'ensemble, Fudd pensait que c'était la plus belle tenue qu'il ait jamais portée. Une veste couleur océan profond, un pantalon gris orage, une chemise blanc-neige et des chaussures couleur sable sec. Une tenue pour tous les climats. Le garde n'a pas ri quand Fade a fait cette blague. « Tu prends ton travail trop au sérieux », dit Fade alors qu'il le conduisait hors de ce qui ressemblait à une salle de réunion hâtivement transformée en vestiaire. « Tu ne comprends pas où tu te trouves, » répondit l'homme. « Des tas de gens vont venir pour t'acheter, certains pour te tuer. Et toi, tu essaies d'être drôle. Perds ton sens de l'humour et tu seras mort que ton cœur batte ou non, mon ami. » Fad aurait pu continuer, aurait pu expliquer que sa vie n'était qu'une longue séquence de décisions de vie ou de mort. Donc s'il ne faisait pas de mauvaises blagues et ne riait pas de l'horreur de tout ça, il ne rirait jamais. Ils conduisirent Fade, un garde de chaque côté, lui tenant les bras et le troisième derrière, avec l'arme, le long d'un couloir jusqu'à un escalier central. Un escalier plutôt joli d'ailleurs, même si un peu trop plastique au goût de Fade. Tout cet étalage de chrome et d'argent sur les marches elles-mêmes semblait excessif, comme le repère secret d'un méchant de film d'espionnage des années 60. Les diagrammes moléculaires qui coulaient le long de la cage d'escalier étaient cependant élégants, et les dates griffonnées dessus, avec les moments forts de l'entreprise, offraient un historique en un coup d'œil pour Fade. Quelqu'un y avait mis du sien. Ils descendirent, puis entrèrent dans un grand espace circulaire au plafond bas. À en juger par les marques au sol, on aurait dit un parking couvert. À droite de leur porte se trouvait une série de chaises, le genre de chaises pliantes métalliques qu'on utilise quand on veut s'assurer que ses invités ne seront pas assez à l'aise pour rester longtemps. Devant les chaises disposées se trouvait une option solo, tout pour Fade. « Vous me vendez dans un garage ?» dit Fade au garde. « Nous préférons que les invités ne s'aventurent pas trop à l'intérieur, » dit une voix qui n'était définitivement pas celle du garde, attachant Fade à la chaise. « Je ne suis généralement pas fan des gens de votre espèce. » Christopher Plin, l'orchestrateur lui-même, avait fait son apparition. Comme Fade, le milliardaire arborait une tenue plus appropriée pour un dîner raffiné que pour la vente aux enchères d'un kidnappeur. « Si ça peut te consoler, nous ne sommes généralement pas fans des gens de ton espèce non plus, » rétorqua Fade. Plin haussa les épaules, puis se mit à ordonner à sa ménagerie de se mettre en place. Fad les regarda déplacer des chaises, installer quelques tables avec l'assortiment basique de pâtisseries et de boissons qu'on trouve dans un bar. « Plin, tu invites tous mes amis chez toi, » dit Fade en voyant la nourriture arriver. « Le moins que tu puisses nous faire, c'est leur montrer un bon moment. Même nous, les marginaux, faisons mieux que ça pour nos fêtes. Je ne m'intéresse pas à tes amis. Je ne m'intéresse pas à toi non plus. » Plin resta cependant près de Fad. Il surveillait ses serviteurs. « Si Lod faisait ce dont nous avons besoin, je serais heureux de te jeter à la rue, maintenant même, et d'éviter toutes ces absurdités. Et ta fille, pas de vengeance ?» Plin baissa les yeux vers Fade, à la fois parce qu'il était plus grand que Fade à ce moment-là, et, Fade le sentait, comme si Fade était tellement en dessous du radar de Plin que le fait qu'il se parle l'irritait. «
Si tu m'avais posé cette question hier, j'aurais peut-être été d'accord avec toi. J'aurais peut-être ignoré toute cette mascarade pour t'emmener dans les collines et vider un chargeur sur toi moi-même. Cependant, en ce moment, tu es un moyen d'arriver à une fin. C'est tout ce qui m'importe. Véronica doit t'adorer entendre ça. Elle comprend. Pline n'équivoquait pas. Les mots n'étaient même pas frustrés. Non, Christopher Pline croyait que sa fille voyait le monde aussi froidement que lui. Fad n'était pas sûr que Pline se trompait. Un garde s'approcha et chuchota brièvement à l'oreille de Pline, et son ravisseur s'accroupit à côté de Fade. Il semble que nos premiers invités vont bientôt arriver. Juste pour que tu saches, si Lod instruit mon personnel sur l'utilisation des badges, tu lui seras remis pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Si Lod ne le fait pas dans les 2 prochaines heures, alors j'accepterai l'offre la plus élevée. Et ce sera tout. J'espère que tes amis ont des portefeuilles bien garnis. Pline se redressa, s'apprêta à s'éloigner. « Si j'étais toi, » dit Fad dans son dos, « si j'avais la personne qui avait enlevé ma fille, il n'y aurait pas de vente aux enchères, il n'y aurait pas de jeu. » « Et ce manque de vision, Fade, » dit Pline, en tournant à moitié la tête vers son prisonnier. « C'est pourquoi tu es sur cette chaise. Et moi, je suis ici. » Fad regarda le milliardaire quitter le garage, puis demanda un café à un garde. Le garde refusa. Il n'y aurait pas de lunettes de sniper cette fois-ci. Talia fixait le complexe alors que le crépuscule envahissait la vallée. Une courte file de voitures la précédait, dirigée par des hommes et des femmes en costume qui partageaient tous le même regard vide. Elle avait infiltré pas mal de soirées dans sa vie, et Talia se souvenait que le personnel affichait généralement au moins un semblant de vitalité. Ils plaisantaient entre eux, souriaient en garant sa voiture ou en l'empruntant plus tard pour faire un tour. Ceux-ci étaient de pierre. C'étaient des professionnels. « JC, » dit Talia tandis qu'Eve les conduisait dans l'allée. « Quand nous sortirons de la voiture, je veux que tu restes près de moi, collé à moi même. Si quelqu'un demande, tu es mon assistante. Compris ? Ton assistante. Compris. » Eve resta silencieuse. Son rôle était le plus difficile, mais, en même temps, assez simple. Trouver les badges, trouver Lod si possible, les faire sortir tous les 2 du complexe. Quand elle s'était réparti les tâches, Talia avait soutenu qu'elle pouvait se charger de l'enquête. « J'apprécie ton enthousiasme, Talia, » avait répondu Eve, « mais je fais ça depuis longtemps. Je suis entré et sorti de bastions nazis, de palais du Kremlin et d'ambassades américaines. Je peux m'en occuper. » Talia n'avait pas argumenté après ça. Elles se garèrent pour le SUV sur un versant de colline, écrasèrent de petits buissons sous les pneus. Pas un parking, et il n'y avait pas beaucoup de voitures ici. Une douzaine tout au plus, jusqu'à présent. Pas le lieu préféré de Christopher Pline pour un événement, donc. Talia nota que JC avait correctement suivi la première consigne. À chaque entrée ou sortie, laissez Talia le faire en premier. Toute la soirée serait une danse avec la jeune fille. Alors espérons que JC avait hérité un peu du talent de Fade. « Elle est déjà partie », chuchota JC en contournant le SUV. Talia suivit son regard. Le siège du conducteur était vide. Eve avait disparu. « Ce qui signifie qu'on ne la mentionne pas jusqu'à ce que ce soit terminé, d'accord ? » « D'accord. » Talia prit les devants. Avec la venue de JC, elles avaient dû s'arrêter dans un magasin pour lui acheter une tenue convenable pour l'événement. Sa chemise tachée de sang, cachée sous la veste d'Eve, ne passerait pas. Pas de robe non plus. Moulante, sans poche, mauvais choix. Alors Talia portait un pull pour la fraîcheur de la nuit et un pantalon. JC avait une veste légère sur un chemisier. Plein d'endroits pour garder les choses dont elles auraient besoin plus tard. L'inventaire défila dans sa tête, standard pour elle au début de chaque mission. À quoi bon avoir un outil si on oubliait sa présence? Pas d'arme à feu, pas avec la sécurité intensive.
glissé dans la doublure de sa ceinture, un couteau de 10 centimètres. Dans sa poche, un petit câble qui pouvait connecter son téléphone à un ordinateur, permettant à l'un des nombreux programmes qu'elle transportait de tenter de craquer les verrous de mots de passe par force brute. C'était tout. JC avait son téléphone et un deuxième couteau, pour les urgences uniquement. « As-tu déjà assisté à quelque chose comme ça auparavant ?» demanda JC tandis qu'elle marchait vers la partie haute et arrondie du bâtiment. Le personnel de sécurité les dirigeait, agitant des bâtons lumineux à leurs extrémités, comme le personnel de trafic aérien. Dans ce genre de travail, si tu te fais prendre et capturer, tu es soit rançonnée, morte ou livrée à la police. Talia analysait ce qu'elle pouvait voir du complexe pendant qu'elle marchait. 3 étages, larges et longs. Pas conçus avec le panache d'un campus phare, ni le confort d'une maison. Un bloc de bâtiment, vraiment. Pas laid dans le sens où une brique n'est pas laide, juste fonctionnelle. Rassembler ces personnes ne fait qu'inviter les problèmes. Parce qu'ils se détestent tous. Certains d'entre eux, probablement. C'aurait été tellement plus agréable de s'installer sur l'une des collines surplombant cet endroit, de le surveiller à travers une lunette. Il y a une raison pour laquelle Fade s'occupe de la plupart du travail de proximité. Mais tu sais, les gens ne détestent pas ton père. Il est respecté. Vraiment? N'aie pas l'air si surprise, il fait du bon travail. Comme enlever Véronica? Talia aurait voulu s'arrêter, mais elle ne pouvait pas. Il y avait des gens devant et derrière elle, des gens qui remarqueraient, si elle perturbait le lent entonnoir vers le complexe. Tu ne peux pas dire ce nom, aurait-elle ajouté JC, mais s'abstint. Les noms étaient des risques. On ne savait jamais ce qui pouvait vous trahir. Désolé. JC regarda autour d'elle. Talia ferma les yeux une seconde, prit une respiration. Ne te rends pas évidente. Sois à l'aise, normal. Je sais que c'est difficile, mais tu dois essayer. Elle vit JC se raidir, continuer à marcher. Au moins, elle écoutait. Talia avait entendu les plaintes de Fade à propos d'avoir un enfant pendant des années. Elle n'en avait jamais voulu elle-même et l'expérience de Fade ne l'avait pas convaincue. Pourtant, quelqu'un devait bien en avoir et elle ferait tout son possible pour que JC sorte indemne de cette histoire. Elles franchirent une large porte pour arriver dans ce qui semblait être le véritable parking du complexe. Une série de SUV blancs occupait le côté gauche, des véhicules familiers. Cela confirmait la question de savoir qui l'avait renversé. Devant Talia, s'étendant sur les places de stationnement, se trouvaient des rangées de chaises. À leur tête, l'air ennuyé et fatigué, avec un épais bandage sur l'épaule gauche, était assis Fade. « Ne le regarde pas, » dit rapidement Talia. « En ce moment, ce n'est pas ton père. Il n'est personne pour toi. Il est à peine quelque chose pour moi. » JC garda le silence, mais Talia remarqua que la fille fixait toujours son père du regard. Elle marchait, oui, mais avec des yeux si verrouillés sur son père que quiconque remarquerait ce regard se poserait des questions. Alors Talia quitta la file, posa sa main sur l'épaule de JC et s'éloigna de la foule qui se rassemblait. « JC, écoute-moi !» Talia mit une pointe d'urgence dans ses mots. Douce, mais pressante. JC croisa son regard, et Talia pouvait voir une larme qui commençait déjà à couler de son œil droit. Ça n'irait pas. Elle souleva son sac à main, l'ouvrit et en sortit un pinceau de maquillage, tamponna sous l'œil de JC et, du bout du doigt, essuya la larme. « Y a-t-il un problème ?» Une voix sévère. « La sécurité. » Talia se retourna et afficha un sourire, montra le pinceau. « Juste une petite retouche, c'est tout. »« Attendez de passer la fouille, s'il vous plaît, » dit l'homme avant de faire un geste vers une série de gardes qui effectuaient des palpations minutieuses sur chaque personne, entrant. Des bacs se remplissaient de toutes sortes d'armes, étiquetées pour leurs propriétaires et mises de côté. Talia avait imaginé qu'il y aurait quelque chose comme ça.
heureuse de ne pas avoir apporté un arsenal plus important. « Encore désolé, murmura JC, tandis que le garde s'éloignait et qu'elle retournait l'âme dans le flux de personnes. Je pensais vraiment qu'il serait déjà mort. Ce n'est pas grave, mais tu dois te concentrer. Talia aurait voulu être plus gentille, plus douce, mais plus encore, elle voulait rester en vie. Les badges étaient d'un petit dans ses mains, froids. Ils avaient dans la sensation de pierres de précieuses, ressemblaient à une version plus sombre du jade, avec des tourbillons de vert et de gris, des ovales bordés d'or sans ornement et attachés à une fine chaîne dorée. Pour quelque chose qui pouvait transporter une personne dans un monde totalement différent, il semblait sembler trop fragile. Véronica les présentait comme une hôtesse de jeu télévisée, tandis que son père la conduisait dans la pièce. Sans Fade à l'intérieur, Lod, assis sur la chaise, paraissait petit, seul dans un espace trop grand pour que le cow-boy puisse le remplir, surtout avec le chapeau de l'homme qui occupait encore le coin. « Vous vous êtes calmé, je suppose » dit Christopher en entrant. Derrière Véronica, un garde suivait, un autre mercenaire de Zero Point. Pas d'arme sur lui, cependant. Seulement un taser et une matraque, prêt à assommer Lod s'il se montrait aussi indiscipliné qu'auparavant. Calmé, Lod leva la tête pour regarder Christopher. Il n'y a rien à calmer. J'essayais d'apprendre une leçon à ta fille. Ce n'est pas respectueux de prendre le chapeau d'un homme. Franchement, Lod, je me fiche de ce que vous trouvez respectueux, ou non. Christopher se tenait juste devant le cow-boy. Véronica songea à dire quelque chose, à prévenir son père que Lod avait le pas vif. Mais elle se retint, observa pour voir ce qui allait se passer. Nous sommes ici pour régler cette affaire, pas pour parler de sentiments blessés. C'est là que tu te trompes, répondit Lod. Quand tu veux quelque chose d'un homme, tu as deux options, la gentillesse ou la peur. Et tu ne me fais pas peur. Je n'en ai pas besoin. Christopher sortit son téléphone de sa poche, l'alluma et tint l'écran devant Lod. Véronica savait ce qui s'y trouvait, le flux direct depuis le garage où les gens enchérissant sur la vie de Fade se rassembleraient. Dans 20 bonnes minutes, l'homme dont vous avez besoin va être vendu. Si ces badges ne fonctionnent pas pour nous avant ce moment-là, il ne vous reviendra pas. « As-tu parlé à ta fille, espèce d'imbécile » dit Lod. « Lui as-tu demandé où ils vous emmèneront ?»« Oui, votre bosquet. Un endroit au-delà du temps, ou quelque chose comme ça. Un endroit plein de possibilités, Lod. Alors emmenez-moi là-bas. Apportez-moi mon chapeau. » Christopher fit un signe au garde, qui alla dans le coin, récupéra le chapeau et le plaça sur la tête de Lod. Le garde retourna près de Véronica. « Il n'est pas bien placé, » dit le cow-boy. « Arrangez-le. » Christopher leva les yeux au ciel, se tourna à nouveau vers le garde. Pas lui. Elle. Christopher hésita, puis tendit les mains. « Donne-moi les badges, Véronica, et occupe-toi du chapeau de cet homme. » Véronica remit les joyaux. Elle s'approcha de Lod, s'agenouilla et saisit le large bord du chapeau. Elle le travailla sur le crâne de Lod, le sentit se mettre en place. « Il y a deux façons d'utiliser les badges, » dit Lod, tandis que Véronica se relevait. « La première ne sert à rien. Il faut être moi. La seconde, par contre. La seconde est facile. Alors dites-moi, et Fade sera à vous, » dit Christopher. « Vous n'en avez besoin que d'un seul. » Lod fit un signe vers les deux badges dans les mains de Christopher. Son père en rendit un à Véronica. « Maintenant, tenez-le fermement. »« Père, » commença Véronica, mais s'étrangla lorsque Lod bondit de sa chaise. Fonça sur son père. Le garde réagit lentement. Christopher tomba en arrière, serait allé droit sur son propre homme. Mais alors que Véronica regardait, son père disparut simplement. S'évanouit de l'existence. Le garde derrière se figea. Lod en profita, traversa l'espace où Christopher Pline s'était tenu et percuta le garde, projetant l'homme violemment contre le mur.
Le meilleur élément de Zero Point laissa tomber sa matraque et s'effondra au sol, la tête ballottant sur le côté. Lod, avec la chaise attachée à son dos et se tenant en angle, la posa au sol. Les pieds d'en grincèrent, en heurtant les plaques du métallique. « Maintenant, que dirais-tu de venir me détacher ?» dit Lod à Veronica. Elle fit un rapide décompte. Les autres gardes étaient totités tous à l'étage, supervisant l'ensemble des personnages peu recommandables venus encaisser la prime de Fade. Lod lui-même était près de la porte. Il la frapperait probablement si elle faisait un mouvement vers celle-ci. « Qu'allez-vous faire ?» dit Veronica. Elle ne bougea pas. Il y avait beaucoup d'espace entre elle et le cow-boy. S'il se précipitait vers elle, elle pourrait se décaler sur le côté. Ses genoux étaient légèrement fléchis, prête à courir. Sortir d'ici, trouver l'homme que je dois tuer et en finir. Et mon père, tu sais où il est. Si je vous libère, le ramènerez-vous? Lod la regarda. Tu me proposes un marché? Votre liberté contre mon père. Veronica mit du fer dans sa voix. Ce n'était pas le moment de trembler. Ce n'était pas le moment d'avoir peur. Marché conclu. Maintenant, détache-moi. Veronica glissa le badge dans la poche de son jean, puis entreprit de détacher Lod de la chaise. D'abord ses jambes, puis ses bras. Dès que le cow-boy fut libre, il se leva lentement, massa ses poignets. « J'ai déjà été attaché, de nombreuses fois. Ça ne devient jamais plus facile. » Lod se retourna, saisit la chaise tandis que Veronica s'éloignait, la souleva et la jeta contre le mur. Les pieds d'œil métallique heurtèrent le mur et la chaise retomba au sol, intacte. Avant, quand on jetait une chaise, elle se brisait. C'était bien plus satisfaisant. Puis le cow-boy se tourna vers Veronica, dévoilant un sourire plein de dents. « Maintenant, tu connais celle-là. Conduis-moi à mes armes, ma jolie. » En face de Fade était assis un homme responsable de la majeure partie du trafic de drogue sud-américain vers la ville. Alexis Navarro, flanqué d'une paire de sbires, tous en costume du noir le plus profond, lui fit un clin d'œil. « Il te traite bien ?» demanda Navarro. Derrière lui, d'autres continuèrent de prendre place, se servir à boire et grignoter. Pour une réunion criminelle à enjeux élevés, celle-ci démarrait plutôt discrètement. Peut-être à cause de la pléthore de gardes de point zéro dispersés dans le parking, plusieurs tenant ostensiblement des fusils entre leurs mains. « C'est un moment de plaisir après l'autre, » répondit Fad. Il se pencha en arrière dans sa chaise. Théoriquement, il commencerait à le vendre d'une minute à l'autre. À combien commencerait l'enchère? Au moins 10 000, espérait-il. Fad valait bien ça, non? Tu sais que je vais essayer de t'acheter, poursuivit Navarro, mais je déduirai le prix des futurs contrats. Tu es tellement généreux. La plupart des gens ici veulent la même chose, rit Navarro. Tu as réussi à tous nous rassembler, Fade. On veut te sauver pour que tu puisses nous aider à nous faire du mal les uns aux autres. Je suis honoré. Fad croisa le regard de plusieurs groupes. Tous n'étaient pas des organisations criminelles. Pas strictement, en tout cas. Tous avaient engagé Fade à un moment ou un autre, ou avaient été une cible. Il aperçut l'un des messieurs du restaurant d'il y a quelques nuits, portant encore un bleu au visage. S'il allait enchérir pour l'aider ou lui nuire, Fad n'en était pas certain. Ces nouveaux clients avaient tendance à être les victimes des anciens. Sur le côté, 2 gardes discutaient, à voix basse. Fad ne pouvait pas entendre les mots, mais il percevait l'urgence. Il se tordit contre ses liens, parvenant à tourner suffisamment la tête pour qu'ils le surprennent, en train de les observer. « Qu'est-ce qui ne va pas? Perdu l'hôte ?» demanda Fad. « On prend notre temps, » rétorqua le garde. « Tu ne devrais pas être en train de prier ou quelque chose comme ça. »« Elles sont déjà exaucées, j'en suis sûr. » Les gardes s'éloignèrent, alors Fad se retourna vers la foule. Et vit JC. Non, Singan, c'était bien elle. Ses yeux qui le regardaient avec la même inquiétude écarquillée qu'il connaissait depuis
16 ans maintenant. À côté d'elle, était-ce Talia, bien vivante? Fad voulait crier, hurler ses questions, voulait qu'elles accourent par le sauver, que tous les trois s'envolent, loin d'ici, et n'entendent plus jamais les mots « ratisseur »,« jardinier » ou « Christopher Pline ». Au lieu de cela, il força son regard à se détourner, remarqua une nouvelle femme qui montait sur l'estrade, vêtue du même uniforme que les gardes de Point Zéro, mais en version plus raffinée. « Mesdames et messieurs », commença la femme, et les yeux de 50 des personnes les plus dangereuses de cette ville se tournèrent vers elle. « Je suis désolé pour le retard. Monsieur Pline a eu un conflit imprévu et ne sera donc pas présent ce soir. Cependant, nous sommes prêts à commencer le processus d'enchère. » La femme fit un geste vers Fade. « Comme vous le savez, l'offre de ce soir est Faden Vance, un homme avec qui beaucoup d'entre vous ont été en contact pendant ces années d'opération dans notre ville. Durant cette période, il s'est fait de nombreux ennemis et a récemment tenté d'enlever la fille unique de M. Pline. « Réussi en fait, » annonça Fade, provoquant quelques ricanements. « Je l'ai sortie directement de chez elle. Je l'ai livrée saine et sauve là où elle devait aller. » Un garde s'approcha derrière Fade et pressa un pistolet électrique contre sa nuque. Les pointes métalliques s'enfoncèrent dans sa peau. « Tu parles encore, j'allume ce truc », marmonna le garde. La foule, à la déception de Fade, ne se leva pas comme un seul homme pour venir à son secours. Apparemment, la loyauté des clients était surestimée. « Comme je disais, » reprit la femme, « on vous a tous remis des palettes. Veuillez les lever pour indiquer votre acceptation d'une enchère. Le gagnant recevra Faden Vance dans son état actuel, sans condition. Nous commençons les enchères à 50 000 $. 50 000? Ce n'était pas si mal. Fad essaya d'éloigner son cou du pistolet, mais le garde le maintint proche. Alors Fad tourna plutôt son regard vers les enchérisseurs, observa les palettes monter et descendre à mesure que le montant augmentait. 100 000? 150 000? La question était, ces enchères visaient-elles pour à maintenir Fade en activité ou à l'en écarter définitivement? Il vit Talia lever sa palette. 200 000. Impossible qu'elle ait autant d'argent. Impossible. L'homme du restaurant leva la sienne. 250 000. Talia répondit de la même façon. 300 000. Maintenant, l'hésitation. Fad savait que certaines de ces personnes étaient de plusieurs fois millionnaires. Elles pouvaient se le permettre, si elles le voulaient. Singan. La femme pointa vers Talia. 300 000 $, messieurs, dames. Votre dernière chance pour cette opportunité unique. Fad attendit, regarda les gens dans la foule se tourner vers Talia. La plupart sauraient qu'elle était la partenaire de Fade. Peut-être est-ce pour cela qu'ils gardaient leurs palettes baissées, par solidarité. Ça aurait été touchant, sauf que Fad savait que Talia ne pouvait pas payer autant, et qu'ils étaient entourés d'un sacré nombre d'armes. Alors la gagnante de la vente aux enchères de ce soir, pour une offre de 300 000, est... La femme consulta son papier. Talia Blum. Quelques applaudissements épars, et les gens se levaient. Se préparaient à partir. Talia et JC étaient dans une allée, se dirigeant vers lui, quand Fade vit l'homme du restaurant, celui qu'il avait assommé quelques jours plus tôt, s'avancer devant la foule. Il s'approcha de Fade avec un regard que Fade avait déjà vu auparavant. Une lueur ardente dans l'iris, un éclat de défaite enragé. Il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, et maintenant, il allait l'obtenir par tous les moyens nécessaires. « Tu vas l'arrêter » dit Fade au garde qui tenait toujours le pistolet électrique contre son cou. « Je décide si ça en vaut la peine. » Mais le garde retira son arme et, un moment plus tard, se plaça devant Fad. « Reculez, monsieur. La vente est terminée et vous n'avez pas gagné. » « Pas encore, » répondit l'homme du restaurant, et il frappa, donnant un coup de pied dans l'estomac du garde.
Fad vit la pulvérisation rouge, un couteau de botte. Le garde tituba, hurlant à l'aide. Mais personne ne remarqua, car une série de détonations éclata de l'autre côté du garage. Des titres, beaucoup. Un grand camion recule contre la sortie. Sa porte de chargement s'ouvrit brusquement, et, tandis que Fade regardait fixement, des hommes et des femmes, armés, commencèrent à en sortir, en masse, arrosant tout le monde de tirs. Le type du restaurant plongea à nouveau parmi les chaises, cherchant un abri. Fad reconnut les personnes qui sortèrent du camion, les uniformes. L'oncle de Talia avait lancé une fête. Chapitre 14. Modèles à suivre. JC s'accroupit au milieu d'un spectacle de feux d'artifice. C'est à cela que ressemblait le bruit sur le béton dur. Des coups de feu explosaient tout autour d'elle, éclatant en cascade. Talia plongea à côté d'elle et tira JC au sol. « Ne te relève pas. Si tu dois bouger, rampe. » JC pouvait dire que Talia criait ces mots, mais il lui parvenait à peine. Les murs du garage répercutaient yeux le bruit, effaçant presque tous ses autres sens, y compris la peur. Pendant un instant, JC ne comprit pas. Pourquoi n'était-elle pas terrifiée, paralysée par la panique? Il n'en avait neuf pas après elle. Personne n'en avait après elle. C'était un chaos mortel et aléatoire. Qu'elle vive ou qu'elle meure ne dépendait que d'elle. Cela la projeta dans l'instant présent et l'y maintint. JC rampa en avant, se fraya un chemin entre les chaises et autour des gens, les idiots encore debout. Certains d'entre eux, gardes du corps ou simplement des personnes avec plus d'un tour dans leur sac, avaient enlevé sorti leurs propres armes de cachette non fouillées et ripostaient dash, ou tiraient sur d'autres personnes pour ce que JC en savait. Ce qu'elle savait, c'est que Fade était toujours là-bas, à l'avant de la salle, où n'importe qui avec un intérêt passager pouvait se lever et lui tirer dessus. Talia disparut derrière elle, perdue dans la cohue, les cris et le martèlement des pieds, des corps touchés par des balles. La main de JC atterrit dans une flaque, rouge et collante. Elle n'y pensa pas. Continua d'avancer. Juste du jus, c'est tout. Puis un visage d'homme, son corps, tombant dans l'allée devant elle. Ses yeux grands ouverts, mais JC vit qu'il croisait sur les siens. Les vis se plissaient, sa bouche bougeait, sa main tendue vers elle. Elle s'arrêta, recula devant cette main jusqu'à ce que les yeux de l'homme se révulsent et que son bras retombe. L'esprit de JC faillit partir avec ses yeux, faillit s'envoler, la laissant dans une panique balbutiante, à l'exception d'une chose à laquelle elle s'était accrochée, comme elle l'avait fait chez eux, quand les balles avaient commencé à traverser la fenêtre. Il y avait eu un moment où, sur le point de partir pour l'école le tout premier jour, elle avait paniqué. Elle ne voulait pas monter dans le bus. Tous ces enfants nouveaux et d'étranges, qui n'attendaient que de se moquer d'elle, elle en était certaine. Sa mère n'était pas là, son père non plus. Le bus était en retard et Fade avait une réunion. C'est ce qu'il disait en tout cas. La conductrice était sortie de la cabine. S'était accroupie à côté de JC sur le trottoir. Elle avait regardé la conductrice, une dame aux cheveux gris explosés, et s'était recroquevillée. « Tu sais ce qu'il y a dans ce bus ?» avait dit la dame. JC avait secoué la tête. « Une bande de petits cauchemars. Je parie que tu as peur d'eux, pas vrai ?» JC avait hoché la tête. « Pourquoi? Tu en es un aussi. » La conductrice s'était relevée, avait allumé une cigarette que JC avait remarquée comme étant déjà à moitié consumée. « Maintenant, monte dans le bus. Ils étaient peut-être dangereux, mais elle l'était aussi. » JC continua, sans toucher ses yeux ouverts effrayants. Au-delà du corps se trouvait la dernière rangée de chaises, et plus loin, son père. JC pouvait le voir maintenant, travaillant sur ses liens. Il avait renversé la chaise sur le côté, réduisant sa silhouette, toujours réfléchie.
Dans combien de combats, comme celui-ci, son père, avait-il été pour savoir ça? Pour le faire par instinct? Ce n'était pas la première fois, ces derniers temps, que JC se demandait si elle connaissait vraiment Fade. « Papa !» cria JC en dépassant la dernière rangée de chaises. « J'y suis presque !» Fad leva les yeux en entendant sa voix, mais au lieu du soulagement, tout ce que JC vit fut la peur dans ses yeux. « JC, reste en arrière !» Son père regarda derrière elle, et JC se retourna. Se dirigeant vers elle, le long de la première rangée de chaises, un homme qui semblait avoir eu le nez cassé récemment. À en juger par son visage rouge et sa chaussure, avec un grand couteau qui en sortait, il ne s'en souciait pas. JC se précipita vers Fade, dans l'espace ouvert. Des tirs crépitaient au-dessus de sa tête, des balles qu'on frappait le mur et brisaient des éclats. La poussière emplissait l'air. Encore quelques minutes de ce traitement, et les gens tireraient à l'aveuglette à travers un brouillard de pierres éclatées. Elle sentit une main attraper sa jambe, et JC se retourna. L'homme la fixait, le couteau-botte levé. « Sa fille ?» dit l'homme. « Tu es là ?» JC ne savait pas quoi dire. « Laisse-la tranquille, bordel !» cria Fad derrière elle. « Elle ne t'a rien fait !»« Non, 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 elle n'a rien fait !» dit l'homme. JC entendait parfaitement chaque mot, comme si tout le reste en dehors d'eux s'était glissé hors d'une paire de bouchons d'oreilles. La seule chose qu'elle pouvait voir était ce type et son visage défoncé, le couteau dans sa main. « C'est le prix que tu paies, Fade. Tu te fais des ennemis qui s'en fichent complètement. » Il leva la chaussure dans sa main droite, tira JC vers lui avec sa gauche. C'était un cauchemar, mais elle aussi. JC souleva son genou, le ramena vers son ventre. Avec sa jambe droite prise dans l'emprise de l'homme, allongée sur le côté, elle n'avait pas beaucoup d'options. Mais elle en avait une bonne. Elle donna un coup de pied en avant, droit dans la rotule de l'homme. Sa jambe céda alors que l'homme frappait avec le couteau. Sans la jambe pour l'équilibre, le coup dévia vers la droite, le couteau-botte se pliant contre le sol et se cassant. Cette fois, quand JC donna un coup de pied, elle frappa la tête de l'homme. Il tomba en arrière, se fracassant le crâne contre le sol. JC tendit la main vers sa ceinture, sortit le couteau et se pencha en avant. Tout ce qu'elle pouvait voir était l'homme, celui qui avait essayé de la tuer. Tout ce qui restait à faire, alors que cris et coups d'arme de feu déchiraient l'air autour d'elle, c'était de finir le travail. « JC !» Elle l'entendit, faiblement, dans le fond de son esprit, sa main gauche sur la jambe de l'homme. Un mouvement de plus, et elle planterait le couteau exactement là où il avait voulu planter le sien. « JC, arrête !» Elle s'arrêta. « Arrêtez !» Son couteau était là, dans sa main. Un geste et il ne pourrait plus jamais lui faire de mal. « Reviens vers moi, JC, reviens !» JC regarda en arrière et vit le visage de son père. Il la suppliait, lui disait non dans un langage plus puissant que les mots ne pourraient donc jamais exprimer. « J'arrive, papa, j'arrive !» dit soudainement JC. Elle lâcha l'homme, revint en rampant vers son père. Utilisa le couteau pour couper les cordes. Fad, dès qu'il fut libre, serra JC contre lui dans une étreinte serrée. « On va s'en sortir, toi et moi !» lui chuchota Fade. « On va s'en sortir ensemble. » Véronica s'arrêta quand les bruits de coups de feu remontèrent dans l'escalier, mais Lod la poussa à avancer. « Rien dont vous devez vous soucier, » dit Lod. « Juste l'expérience de votre imbécile de père qui tourne mal. Ça me semble être exactement ce dont je devrais me soucier. » Maintenant, c'était au tour de Lod de s'arrêter. « Véronica, vous me semblez être une fille intelligente, quelqu'un prêt à voir le monde tel qu'il est, plutôt que tel que vous voudriez qu'il soit. Difficile de faire autrement quand on vous prend sans cesse en otage. Ils ne font ça que parce que vous n'avez aucun pouvoir. » Lod pointa l'escalier en direction du garage et du bruit des coupons de feu. « Que pensez-vous qu'il se passera si votre père ne revient pas? »
S'il ne revient pas, Lod ne sourit pas, ne plaisanta pas, ne fit rien pour détourner Véronica de ce qu'il venait de dire. Le bosquet ne semblait pas dangereux, dit Véronica. Vous étiez avec moi. Lod repartit. Maintenant, c'était Véronica qui le suivait, essayant de le rattraper. Vous êtes en sécurité avec les ratisseurs. Sans eux, pas vraiment. Ils étaient de retour dans le couloir, se dirigeant vers la réserve, aussi vide de gens qu'ils l'avaient été tôt ce matin quand ils l'avaient dû traverser la dernière fois. Vous dites que vous avez envoyé mon père à la mort? Je ne l'ai envoyé nulle part. Lod ne prit pas la peine de s'arrêter. C'est lui qui a choisi d'y aller. Vous évitez la question. Tout dépend de qui votre papa rencontre. Ce n'est pas à moi d'en décider. Le jardinier. Que ferait son père face à une créature extraterrestre vieille de milliers d'années? Véronica avait presque envie de faire un saut au bosquet, à l'instant même avec Lod, juste pour le découvrir. La réserve était aussi vide que le couloir. Parmi les bacs, les boîtes et les fournitures de bureau, entassées sur les étagères, se trouvait, dans une cage de verre sécurisée, la paire de pistolets. Plusieurs autres objets partageaient l'espace, des cartes-clés et autres. Lod n'hésita pas. Il s'approcha directement du verre, leva le coude et l'abattit sur le joint. Il se fissura et, au second coup, se brisa. En un instant, le cow-boy aurait ses armes et Véronica serait sans défense. « Touche à ces pistolets et je te tue !» Les mots venaient de derrière elle. Une femme, qui fixait Lod avec ce genre de regard que Véronica espérait ne jamais voir dirigé vers elle. Un mélange glacial de trahison et de déception. Ève, Lod, en revanche, semblait ravi. « Il était temps que tu te montres !» Ève ne changea pas d'expression. Véronica remarqua cependant que la main d'Ève s'était avancée. Elle tenait un objet trapu, presque comme un pistolet jouet. Véronica recula contre un comptoir, les bacs de fournitures frôlant son dos. Des bouteilles les bougèrent. De la verrerie de rechange pour les laboratoires de cet et de cet étage. « Tu es la nouvelle cible, Lod. Tu le sais ?» Yves fit un pas dans la pièce, s'assura que Lod savait qu'elle avait l'arme. « L'audience me l'a dit. Pour sa part, Lod ne s'occupait pas des pistolets. Ce n'est pas ma faute, Ève. Je te jure, je n'ai rien fait de mal. Tu as tiré sur JC. Cela déstabilisa Véronica. Ce devait être la raison pour laquelle Lod était revenu ce soir-là, les mains vides. Elle a essayé de me tirer dessus en premier. C'est une jeune fille, tu l'as menacée. Maintenant, on trouve des excuses pour eux. Ève, nous sommes des ratisseurs. On ne peut pas se permettre de s'attacher aux gens. Ce n'est pas notre boulot. Alors à quoi ça sert? Demanda Ève. Abandonne Lod. Quel que soit l'objectif de cette femme, elle n'était certainement pas une amie. Véronica avait besoin de Lod pour retrouver son père. Elle avait besoin que le cow-boy soit de son côté. Elle tendit la main derrière elle, saisit une grande fiole et la lança sur Ève. Elle passa au-dessus, frappa la porte sur le côté d'Ève et se brisa, Ève grimaçant et se protégeant les cheveux alors que le verre pleuvait sur elle. « Maintenant, Lod !» cria Véronica, mais le cow-boy était déjà en mouvement, pivotant avec le pistolet en main. Il tira. Yves recula alors que le cow-boy appuyait sur la détente et retourna précipitamment dans le couloir. « Tu as toujours été rapide, Ève !» cria Lod à la femme en attrapant son autre pistolet dans le casier. « Tu sais aussi qu'enfuir. »« Tu ne la poursuis pas ?» dit Véronica tandis que le cow-boy ajustait ses étuis. Au mot de Véronica, Lod la regarda. « Le truc, c'est que je ne prends pas d'ordre de toi. Reste tranquille, ou je te tire dessus aussi. Il y a des chances que tu deviennes une cible de toute façon. Tout le monde dans ce bâtiment prend ses ordres de moi, » répliqua Véronica. « Sans mon père ici, c'est moi qui commande. Je te ferai tuer ou arrêter. » Lod leva le pistolet, le pointa sur le visage de Véronica, plissa un œil. La peur brûlait, mais Véronica la repoussa. Avoir peur du cow-boy,
ne la mènerait nulle part, ne lui apporterait rien. Puis Lod se fendit d'un sourire diabolique et détourna l'arme. « C'est pour ça que je t'aime bien, Véronica. Tu ne recules pas devant tes paroles. » Puis Lod se retourna et quitta la pièce. Véronica réalisa qu'elle avait besoin de respirer et laissa tout sortir. La peur, la colère, la confusion, tout partit avec l'air vicié de ses poumons. Sois comme ton père, sois comme Ellsworth. Concentre-toi. Lod avait envoyé son père ailleurs en utilisant l'un des badges. Si elle voulait récupérer Christopher du Bosquet, elle avait besoin de l'autre badge de Lod. C'était le nouvel objectif. Elle jeta un coup d'œil vers la vitrine brisée. Lod était armé, pas elle. Véronica avait une cible. Elle avait besoin d'une arme. Talia se faufila entre les chaises vers l'autre côté du garage. Chaque personne qu'elle voyait, elle s'en éloignait. Moins de risque d'être un dommage collatéral, moins de risque d'être perçue comme une menace. Elle ne savait pas où JC était parti, et Fade, eh bien, aller vers lui, ne ferait que peindre une cible sur leurs deux dos. Elle trouva un SUV, un de ces blancs que Zero Point affectionnait tant, et pressa son dos contre lui. Elle aurait vraiment voulu avoir une arme. Le couteau dans sa ceinture ne servirait pas à grand-chose ici. Talia avait cependant son téléphone. Elle le sortit et composa le numéro de son oncle. Écouta la sonnerie. Puis, avec les sons de coups d'arrow de feu qui traversaient dans les haut-parleurs, son oncle répondit. « Tu es vivante, Talia? C'est pour ça que je t'appelle. Si ça continue, je ne le serai peut-être plus. » Talia continuait de surveiller les alentours, mais la foule s'était précipitée à l'intérieur du bâtiment, loin du camion et de la pluie de balles. Pour l'instant, l'autre côté du garage où elle était assise restait ignoré. « Tu n'étais pas censé attaquer si nous remportions l'enchère. » « Je n'ai pas pu m'en empêcher, Talia. » Son oncle avait l'air jovial au téléphone. « La plupart de mes concurrents au même endroit, leurs armes confisquées, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. »« Tu les assassines !»« Assassinat implique qu'ils sont innocents, et tu sais bien que ce n'est pas le cas. C'est s'assurer un avantage, affirmer sa position. Tu devrais être contente. » Talia se pencha depuis sa cachette derrière le SUV et regarda. Les rangées de chaises étaient en désordre. Des corps gisaient partout. Les tables avaient été renversées ou déchiquetées par les tirs et la poussière avait envahi l'air, expulsé des murs criblés de balles. Une zone de guerre. « Pourquoi serais-je contente ?» cria Talia dans le téléphone. « Tu tues tous nos clients. » « Ça n'a plus d'importance maintenant, » répondit son oncle. « Tu n'auras plus à t'en inquiéter. Tu es un monstre. Je suis un homme d'affaires. » Son oncle fit une pause, parla à quelqu'un d'autre. « Désolé, Talia, je dois y aller. Les choses deviennent intéressantes ici. » Le téléphone raccrocha et Talia s'effondra contre le SUV. Au moins, les balles ne volaient plus dans le garage. Tout le monde avait soit fui, soit été neutralisé. Les forces de son oncle montaient dans le camion, dont le moteur remplaçait les coups de feu par un grondement d'essence, ce qui signifiait qu'elle pouvait partir à la recherche de Fad. En restant baissée, Talia rampa sur le béton, de retour vers les chaises, sous le nuage brumeux de poussière. Son nez piquait, ses poumons lui faisaient mal. Elle respirait toutes sortes de choses terribles. Les yeux de Talia commencèrent à larmoyer, tandis que l'air s'épaississait, et elle clignait constamment des paupières, jusqu'à ce qu'une main se pose sur son dos. « Hé, Talia, attends !» Fad, avec JC accroupi derrière lui. « Tu sais ce qui se passe ? Il faut qu'on sorte d'ici, voilà ce qui se passe, » répondit Talia. La sortie a l'air un peu dangereuse. Le camion était parti, mais dehors, des coups de feu sporadiques résonnaient encore. Des booms provenant d'armes plus lourdes. Des lumières vacillantes suggéraient que quelque chose avait pris feu. Si la police n'était pas déjà là, elle le serait bientôt. « Alors à l'intérieur, » dit Talia. « Suivez-moi. »
Fad ne discuta pas et ils partirent d'un pas rapide, la tête baissée, vers l'autre bout du garage. En chemin, ils passèrent devant la table, chargée d'armes confisquées, aux participants. Talia en profita pour en saisir quelques-unes. Elle tendit un pistolet à Fad, qui secoua la tête. « Même maintenant, avec ta fille ?» dit Talia. « Même maintenant. »« De quoi parlez-vous » leur demanda JC. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Fade. « Allons-y, Talia. » Ils passèrent cette la porte menant au niveau inférieur du complexe de Pline. Talia s'attendait à voir plus de personnes de paniquer, mais le couloir était vide, à l'exception d'une personne disparaissant au coin, au fond. Il devait y avoir d'autres sorties. Ici. « Où est Eve ?» dit Fad. « À la recherche de l'Ode, » répondit Talia. « On s'est dit qu'on les laisserait régler ça entre eux. » Ils atteignirent l'escalier central. Au-dessus d'eux, ils entendirent le claquement sec d'un pistolet. « Un seul type utilise une arme comme ça, » dit Fad, regardant vers le haut de l'escalier. « Je vais monter. Talia, fais sortir JC d'ici. Je peux y aller à ta place, c'est ta fille. »« Je pense que je peux m'en sortir toute seule, » hasarda JC. « Non !» dirent Talia et Fad simultanément, puis ils se regardèrent. « Il a tiré sur JC, Talia. Je ne peux pas pardonner ça. Toi et ta vengeance. » Talia leva les yeux au ciel, puis se tourna vers JC. « Viens, trouvons la sortie, puis nous dirons à ton père cinglé comment faire de même. » JC ne protesta pas, et elles laissèrent Fade au pied de l'escalier. Elles étaient venues pour le secourir, et maintenant, elles l'abandonnaient. Quand le monde était-il devenu aussi complètement fou, Fad montait les marches deux par deux. Au tournant de l'escalier, un escalier en colimaçon représentant une hélice, Fad n'eut pas le temps de confirmer cette impression, car il arriva sur le palier juste à temps pour voir Eve, éclair fulgurant sorti et pointé, prendre une balle dans le flanc. Elle tourna sur elle-même en tombant au sol, la force du tir la faisant pivoter dans sa chute. L'éclair fulgurant s'échappa de sa main et rebondit le long du couloir derrière elle. Puis, Lod pointa ses pistolets sur Fade. Il incline la tête sur le côté. « Je vois que tu as survécu au spectacle, » dit le cow-boy. « On dirait que je suis chanceux. J'obtiens mes armes et ma cible l'un après l'autre. »« Content de voir que tes sentiments n'ont pas changé, » répondit Fade. « Ce serait dommage d'arrêter de te détester. » Le cow-boy sourit et appuya sur les détentes. Fad, dès qu'il vit la bouche de Lod s'incurver vers le haut, se laissa tomber en position accroupie. Les balles sifflèrent au-dessus de sa tête, et Fade se propulsa en avant. Il toucha le sol avec ses mains, vit Lod abaisser ses pistolets et roula. Il replia son corps pendant que Fade tournait sur lui-même, puis s'étendit en sortant de la roulade. Les pieds de Fad percutèrent les jambes de Lod alors que les pistolets tiraient à nouveau, cette fois frappant le sol autour de la tête de Fade, envoyant des morceaux de moquette et de pierres sous-jacentes dans son visage. Fad l'ignora, les yeux sur l'objectif. Le cow-boy, empêtré dans les jambes de Fade, essaya de braquer les pistolets. Fade, cependant, continua son mouvement de roulade, se redressant et attrapant les armes brûlantes de Lod avec cette main. Il grimaça de douleur, mais un peu de brûlure valait la peine d'être enduré pour survivre. Il poussa les canons vers le haut, et quand Fade fut assez proche du rictus furieux de Lod, il fracassa son front contre le nez de Lod. Le sentit craquer. Lod se débattit, et Fad sentit les canons commencer à pivoter. Un tir précis, et, nanobot de Grove le recousant ou pas, Fad se dit qu'il serait mort. Alors il lâcha les canons, laissa Lod surcorriger, et Fad s'éloigna. Lod, les armes visant maintenant là où Fad se trouvait auparavant, les dirigea vivement vers sa droite, dans le couloir, où Fad s'était déplacé, ce qui mit les deux pistolets dans une ligne pratique. Fad se baissa et tenta un autre plaquage, s'attendant à ce que les balles volent
là où son visage se trouvait, comme avant. Sauf que Lod ne tira pas. Fad, cependant, s'était engagé. Il porta un uppercut direct. Le pistolet de Lod frappa sa tête comme un marteau, descendant tout droit et projetant Fade au sol, la tête lui tournant. Fad vit le cow-boy faire un pas en arrière, lever ses pistolets. Fad poussa sur ses bras et roula vers la gauche. Encore une fois, cependant, Lod retint son tir. « T'es un sacré ver de terre, » dit le cow-boy, sa voix prenant une qualité nasillarde à cause de son nez cassé. « Accepte-le, t'es fini. Fais comme dans les films, meurs comme un homme. » « Comme moi ?» La voix d'Eve était faible, légère, mais brûlait d'une chaleur que Fade aurait eu peur de recevoir. Il se retourna, se leva pour voir Eve faire trébucher Lod par derrière, balayant sa jambe entre celles du cow-boy. Sa propre tenue était rouge de sang, et le sol révélait la sombre réalité de sa blessure. Lod n'accepta pas la chute facilement. Il tomba lourdement sur le dos, tenta de se retourner, et Eve décocha un autre coup de pied, frappant le bras gauche de Lod pendant qu'il roulait et envoyant valser un de ses pistolets. Lod, cependant, tendit sa main droite comme un serpent et faucha Eve de ses pieds. Elle se retrouva au niveau de Lod, mais contrairement au cow-boy, elle ne semblait pas avoir l'énergie de bouger. « C'est maintenant que tu te bats, après tant d'années à me dire de garder mon arme rangée, et tu te déchaînes contre moi. » Lod semblait sincèrement blessé. Il se leva, juste à temps pour que Fade enroule un coude autour du cou du cow-boy, se cale et projette Lod au sol. Avant que le cow-boy n'ait eu une chance de bouger, Fade s'empara de l'autre pistolet et le jeta dans la cage d'escalier. Plus d'armes, Lod. Fade s'éloigna du cow-boy, lui donnant une chance de se remettre sur pied. Toi et moi, mains et pieds. Dehors, le bruit des coups de feu s'était amenuisé. Des sirènes l'avaient remplacé. Des lumières clignotantes traversaient les fenêtres de l'autre côté du bâtiment. Rouges et bleus. Lod les remarqua aussi. Il étira ses bras. « Bien, » dit le cow-boy. « Allons-y, papy. » Fad resta léger sur ses talons tandis que Lod approchait, le cow-boy plaçant son poing gauche devant son droit, comme s'il entrait dans une bagarre. Fad attendit que Lod s'approche à moins d'1 mètre, et juste au moment où le cow-boy fit un pas en avant, Fade se précipita à l'intérieur de la portée de Lod. Il asséna 3 coups rapides à l'abdomen de Lod et finit avec un genou dans l'estomac. Lod recula, et Fade utilisa cet espace pour planter son pied tombe droit et enchaîner avec un coup de pied tournant. Il fracassa le côté de Lod et fit tomber le cow-boy dans les escaliers. Fade suivit dans la chute. Il sauta de la première marche et heurta Lod qui tentait de se relever sur le palier. Il poussa Lod contre la rambarde, et Fade se lança dans une furie. Il laissa les émotions courir à travers ses poings jusque dans Lod, chaque coup étant une vengeance partielle pour JC. « Laisse-le tranquille. » Les mots venaient de derrière Fade, mais il connaissait cette voix. « Vous ne voulez pas le sauver, » dit Fade à Veronica, sans détourner le regard du visage brisé de Lod. « Il vous fera du mal. »« Je sais qu'il le fera, » dit Veronica, « mais j'ai besoin de lui. »« Elle a besoin de moi, » balbutia Lod. Où était-ce un rire? « Tu vois ça, Fade? Tu n'es pas le seul qu'on veut garder dans le coin. »« Lance-moi l'insigne, Lod, » cria Veronica. « Lance-le-moi, et tu vis. Ne le fais pas, et je laisse Fade faire ce qu'il veut. » Lod fouilla à l'intérieur de sa veste, sortit le joyau vert et le lança en haut des escaliers. Fade le regarda voler, le vit atterrir aux pieds de Veronica. Elle gardait ses mains sur le gros fusil à pompe, un que Fade remarqua comme portant les initiales CP, gravées sur la crosse. Où était son père, d'ailleurs? « Je savais qu'il te restait un peu de bon sens, » dit Veronica. « Fade, ton ami là-haut a l'air vraiment mal en point. Tu devrais peut-être l'aider. » Fad regarda tour à tour Veronica et le cow-boy. Ce qu'il voulait,
Ce que Fade souhaitait pouvoir faire plus que tout en cet instant, c'était pousser l'Ode par-dessus la rambarde, effacer son existence. Mais il y aurait du temps pour ça plus tard. Alors il s'éloigna du cow-boy, qui s'affaissa contre la rambarde, puis monta les escaliers. Dépassant Veronica, qui fourra l'insigne dans une poche et maintint son fusil pointé sur Fade. Eve gisait étendue sur le tapis, les yeux fermés et la respiration superficielle. Fade n'était pas médecin, n'avait pas de matériel médical, mais il y avait une chose qu'il pouvait faire, une façon dont il pouvait l'aider. Fade se pencha et tira l'insigne de sa place, soigneusement gardé, autour du cou d'Eve. Il guida la main d'Eve vers la pierre, garda la sienne autour de celle d'Eve. Il voulait sauver Eve, oui, mais s'échapper d'une descente de police ne serait pas le pire des avantages secondaires. « Vas-y, » murmura Fade. « Emmène-nous au bosquet. » Eve ne dit rien, mais Fade la sentit bouger et vit le complexe disparaître. Chapitre 15. Nouvelle vie. Après avoir laissé Fade au pied de la cage d'escalier, JC a couru avec Talia vers l'arrière du bâtiment. Elles ne savaient même pas où se trouvait une sortie, mais elles ont pu suivre les bruits d'un de pas précipités et les cris de ceux qui demandaient aux autres de se dépêcher. Assez rapidement, au-delà d'une série de bureaux et de petites salles avec des comptoirs propres et d'étranges machines, elles ont trouvé des doubles portes avec un panneau de sortie rouge au-dessus. À l'extérieur, un chemin menait vers l'avant du bâtiment, où les voitures étaient garées. Les coups de feu avaient dû cesser, laissant un vide là où régnait auparavant la cacophonie. JC a aperçu une cavalcade de lumières clignotantes au coin du bâtiment, rouge et bleu. La police était arrivée et avait interrompu le spectacle. « On devrait essayer de courir », a demandé JC à Talia. « On doit rejoindre ma voiture, puis les contourner à toute vitesse. Je ne pense pas que ça va marcher. Mieux vaut jouer les victimes. » « Tu ne crois pas qu'on va se faire arrêter ? » « Aucune de nous n'a apporté d'armes, » a dit Talia. « Aucune de nous n'a blessé qui que ce soit. On ne fait partie d'aucun de ces groupes. On va devoir être convaincantes, mais on peut y arriver. » Elles ont suivi d'autres employés de Pline jusqu'à l'avant du complexe. Là, disposées comme une phalange, se trouvaient une douzaine de voitures de police, un van du SWAT et autant d'ambulances. Des corps étaient rechargés et les blessés étaient recousus, puis jetés à l'arrière des véhicules d'urgence, qui s'éloignaient à toute vitesse avant de revenir comme des abeilles, allant et venant d'une ruche. Dans l'air frais de la nuit, sous la lumière de la lune, JC aurait trouvé toute cette scène hypnotisante si elle n'avait pas été terrifiée. Son père n'était toujours nulle part en vue. Elle avait à peine survécu à un nouvel incident mortel en moins de 2 jours. Quelle que soit la tournure que prenait sa vie, il semblait qu'elle ne pourrait pas vivre beaucoup plus longtemps. Sa chance finirait forcément par s'épuiser, non ? « Reste calme, » a dit Talia alors qu'elles approchaient de la première paire d'officiers qui gardaient pour le parking. « Et les quelques de voitures qui restaient. Laisse-moi parler. » Et Talia a parlé. En effet, les officiers leur ont posé question après question, les ont fouillés toutes les deux, n'ont pas trouvé les couteaux, heureusement. Ont noté le nom de Talia, le numéro de JC, puis les ont laissés passer. « Ce n'était pas si difficile, » a dit JC, assise à l'avant. « Ils doivent donc déjà avoir la plupart des suspects, » a dit Talia, « ceux auxquels ils peuvent attribuer un crime, en tout cas. » « Et Fade, Yves, on les attend ici ?» Talia s'est adossée à son siège. « On peut leur donner quelques minutes, plus longtemps, et on attirera le mauvais genre d'attention. »« Tu crois qu'il va bien ? On aurait dû rester ?» Fade est un gars intelligent, un sacré combattant. Il a autant de chances de s'en sortir que n'importe qui. JC regardait par la fenêtre, vers le complexe. Elle observait les retardataires qui quittaient le bâtiment, le garage. Son père n'en faisait pas partie.
Son visage n'apparaissait pas. Où que soit Fade, il n'était pas avec elle. Après 5 minutes, Talia a soupiré, s'est penchée en avant et a tourné la clé. Le moteur a craché avant de démarrer. On ne peut pas attendre plus longtemps. JC, à ce stade, soit ton père a été arrêté ou tué, soit il était retourné au Grove, avec Eve. Tu es tellement réconfortante, a répondu JC. Tué. Et si Fade était monté là-haut et avait été assassiné pendant que JC s'enfuyait, tu n'aurais rien pu faire, a dit Talia, comme si elle avait deviné à quoi pensait JC. Tu l'as déjà assez aidé, tu as donné une chance à Fade, ne gâche pas ça. Mais tandis que Talia sortait du complexe, passant le barrage policier et les mains levées dans des officiers, JC ne pouvait que se demander si elle avait abandonné son père au moment où il avait le plus besoin d'elle. Veronica gardait le fusil à pompe pointé sur le cow-boy. Elle ignorait son sourire désarmant. Elle avait maintenant le badge, c'est ce qui comptait. « Veronica, a dit Lod, sa voix dégoulinant d'assurance. Vous avez ce que vous vouliez, puis vous avez laissé le petit rat s'échapper. Alors parlons. Que voulez-vous? Je veux que vous me montriez comment utiliser le badge, a dit Veronica. Je vous l'ai déjà dit, a répondu Lod. Le badge fonctionne de 2 façons. Soit vous devez être au bord de la mort, soit vous devez être un ratisseur, et vous n'êtes ni l'un ni l'autre, alors il ne fera rien pour vous. En bas, dans la cage d'escalier, Veronica a entendu le bruit de la police qui approchait. Ils enfonçaient là les portes des pièces pour vérifier si des personnes s'y trouvaient. Si elle voulait partir, ce devait être bientôt. Lod a aussi entendu les bruits et a fait un signe de tête vers les escaliers. « Allez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez un moyen de sortir d'ici » a demandé le cow-boy. « Que j'en ai un ou non, peu importe, » a dit Veronica. « La seule chose dont vous devez vous soucier est de savoir si je vais vous laisser venir avec moi. » « Et comment comptez-vous récupérer votre père sans mon aide? Vous supposez que je veux le récupérer. » Veronica a reculé d'un pas. C'était étrange de dire ces mots à voix haute, mais elle le ressentait. Elle savait que c'était vrai. Christopher Plyn ne lui avait jamais montré rien d'autre que du mépris, ne l'avait jamais traité autrement que comme un fardeau, un moule à façonner pour en faire une réplique utile. Lors de leur toute dernière conversation, son propre père l'avait menacé de lui ôter sa vie. Maintenant, elle avait une chance de la récupérer. Le prix était élevé, mais c'était sa vie. « Qui ne veut pas récupérer son papa ?» a dit Lod. Veronica aperçut une note d'inquiétude dans sa voix. En bas, la police entrait dans la cage d'escalier. Le temps pressait. « Il faudra que j'y réfléchisse, » a dit Veronica. « En attendant, quelques années en cellule pourraient bien vous être utiles. » Lod a secoué la tête. « Si vous pensez que je vais aller en prison, vous vous trompez. Donnez-moi ce badge. » Le cow-boy s'élança, posant son épaule pour charger vers Veronica. Elle appuya sur la détente. Le fusil rugit, explosa dans l'épaule de Lod et projeta le cow-boy loin d'elle. Et puis, Veronica s'enfuit. Elle tourna le dos à la cage d'escalier pour se diriger vers le côté du bâtiment, monta par un escalier de service jusqu'au 3e, puis au 4e étage. Entra dans le bureau de son père, glissa le fusil dans un coffre-fort, s'assit dans le fauteuil de son père et attendit. Quand la police arriva, elle leur raconta l'histoire. Son père devenu fou de pouvoir, un étrange cow-boy engagé qui, par vengeance, avait conspiré pour réunir des groupes qui se détestaient, qui avaient incité à la violence et causé des dégâts incalculables. Veronica, bien sûr, était et restait à l'écart, enfermée dans le bureau de son père, jusqu'à ce que les troubles cessent. Quant à l'endroit où se trouvait son père, elle n'en avait aucune idée. Et c'est tout ce qu'on lui demanda avant l'arrivée des avocats, avant que toutes les ressources considérables de son père n'entrent en jeu pour la défendre. Assistant et juriste, intervenant pour blanchir son nom. Autour de son cou, pendant tout ce temps, brillait un joyau vert
étincelant bordé d'or. 1 heure. C'est le temps que Fade estima nécessaire à Eve pour passer du teint livide de la mort à une couleur plus normale. Ils étaient assis dans la pièce argentée de la tour, où le badge les avait amenés. Assis pendant qu'Eve dormait et que Fudd s'inquiétait pour sa fille. Finalement, les yeux d'Eva s'ouvrirent. Elle prit une longue et profonde inspiration. « Comment te sens-tu » demanda Fade. « Je suis revenu du bord de la mort tant de fois maintenant, » dit Eve. « Je ne sais même plus ce que ça ferait de croire que c'est la fin, de savoir que je ne me réveillerai pas après avoir fermé les yeux. Je vais considérer ça comme un plus, non? Je ne sais pas pour toi, mais je préférerais ne jamais avoir cette sensation. » Eve rit légèrement. « C'est ça, ta perspective change après un siècle. Je m'en souviendrai. » Fudd se leva, traversa l'explosion de couleurs jusqu'à la porte et l'ouvrit. « Je ne veux pas te presser, mais j'ai une fille que je dois voir, une qui s'inquiète probablement pour moi. »« Alors nous devrions y aller, » dit Eve en se levant. « Merci au fait, ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé de l'autre côté des armes de l'Ode. »« Le secret est de les lui prendre, » dit Fade. « Il ne vaut pas grand-chose dans un combat à point de nu. Avec un peu de chance, nous ne le reverrons plus. » Ils sortirent tard par la porte et arrivèrent sur le balcon. Fudd regarda par-dessus la balustrade vers le bassin d'eau en bas, prêt pour une autre chute. Cette fois, Eve n'eut pas besoin de le pousser. Fudd grimpa par-dessus le bord, resta suspendu 1 minute, son esprit lui disant toujours que lâcher prise signifierait une fin rapide et écrasante. Puis il tomba. Vers le bas, l'air frais le ballottant, puis le rattrapant quelques promètres au-dessus de l'eau ondulante du bassin. Même si c'était sa dernière fois, Fudd était heureux d'avoir eu une autre chance. Il y avait quelque chose de libérateur à plonger dans les airs, à mettre tout ce que tu as, tout ce que tu es, entre les mains de quelque chose d'autre. Eve descendit derrière eux, et ensemble, ils sortirent dans la cour. « Pourquoi as-tu dit ça ?» demanda Fudd. « À propos de l'Ode ?»« J'espère, mais je n'y crois pas, » dit Eve. « S'il n'est pas déjà revenu ici, alors Veronica a toujours son badge. Peut-être que ça restera ainsi. » « Mais n'est-il pas ton partenaire ?»« Plus maintenant. Pas après notre conversation avec le jardinier. »« Tu seras donc la seule ?» Eve ne répondit pas, et Fudd mit une seconde à comprendre pourquoi. Une créature arachnéenne s'approchait d'eux, ses pattes s'entrechoquant rapidement. À sa surprise, Fade comprit ce que disait la créature. « Eve, tu reviens au pire moment, quelques minutes trop tard, » dit la chose arachnéenne, et elle continua. Il y avait un autre humain ici, un homme plus âgé. Il n'était pas aussi gentil que la fille d'avant. JC. « JC » dit Fade, et la chose arachnéenne les regarda. « Ravi de te rencontrer. Je suis Sassix. J'ai rencontré JC il n'y a pas longtemps. Elle était très gentille pour une humaine. »« Sassix, » dit Eve. « Qu'est-il arrivé à l'autre homme? Qui était-ce? » ?»« Tu devras demander au jardinier. Il a renvoyé l'homme. » Eve jeta un coup d'œil à Fudd. « Ce n'est pas bon. Que veux-tu dire? Qu'a fait le jardinier? » « Il est très protecteur, » dit Sassix. « Seul un nombre limité est autorisé depuis chaque monde ici. Du moins pour l'instant. Quand le nombre est dépassé, eh bien, ça devient compliqué. Et vous avez eu beaucoup d'humains qui sont passés par ici récemment. Je pense qu'il était devenu impatient. » Eve remercia Sassix et Fade marcha avec elle au-delà des tables et de la large gamme d'étranges créatures qui s'y régalaient. La plante d'avant, Arlo, était introuvable. Beaucoup d'autres, étranges et colorés, l'avaient digne remplacée. Ils s'approchèrent du grand orbe, avec ses boucles de métal, et, alors qu'ils le faisaient, celles-ci commencèrent à tourbillonner. Le noir et blanc se déplaça et jaillit vers eux, prenant la forme du même homme métallique qu'auparavant, le jardinier, sous forme humaine. « Tu étais revenu, sans l'Ode. Je présume que cela signifie qu'il a été traité ?»
Autant qu'on puisse traiter un ratisseur, dit Eve. J'ai besoin que tu le dépouilles. Désactive son noyau. L'Ode a perdu ce droit. Tu es certaine? Ce n'est pas une petite chose que de répudier un ratisseur. J'en suis certaine. Quelle que soit la promesse que l'Ode représentait autrefois, il l'a perdue. Il a essayé de me tuer, il a essayé de tuer Fade, et il cause plus de chaos qu'il n'aide. Je ne vois pas de moyen de le ramener. Alors, en tant que ratisseur senior pour la Terre, je t'accorde ce droit. Ce sera fait, dit le jardinier. Bien sûr, un tel acte ne tuera pas l'homme. Tu devras appuyer sur la gâchette. Je peux m'en occuper. Eve posa sa main sur l'épaule de Fade. Et il m'aidera. Tu as perdu 2 ratisseurs, dit le jardinier. La pression pourrait te pousser à une décision hâtive. Es-tu sûr qu'il était le bon choix? Attendez, interrompit Fade. Que se passe-t-il? Le jardinier le regarda de la même manière qu'un professeur regarderait un élève posant une question simple, ou un parent regardant un enfant qui énonce l'évidence. Eve pense que tu ferais un bon ratisseur, un gardien du progrès de l'humanité, prêt à faire ce qui était nécessaire pour assurer la croissance de ta civilisation, quoi que cela exige. Fade fixa Eve. Tu ne m'as pas parlé de ça. Quand Anatole m'a recruté, il ne me l'a pas dit non plus. Au lieu de cela, quand je me suis tenu ici, au même endroit où tu te tiens maintenant, il m'a dit que dire oui signifierait tout. Cela signifierait abandonner ce que tu as aujourd'hui et l'échanger contre une vie sans fin de décisions difficiles, de traumatismes, de dangers et d'espoir. Qu'il le sache ou non, le reste de l'humanité dépend de nous. Je pense que tu as le tempérament, Fade. Je pense que tu as les compétences et la ténacité pour mener cela à bien. Je serais heureuse de t'avoir à mes côtés en tant que ratisseur. Il y avait là une décision, le choix de revenir en arrière, de dire non et d'espérer pouvoir retourner chez lui, aux nuits sur nuit, à tabasser des voyous dans des restaurants, à kidnapper des gens contre rançon et finalement à accompagner JC à l'université avant, inévitablement, de prendre le mauvais contrat et de finir mort dans la rue, où il pouvait faire quelque chose de plus. En fait, ce n'était pas du tout un choix difficile. Talia actionna l'interrupteur de la machine et, tandis que le gargouillement familier démarrait, elle regarda JC allongé sur le côté, téléphone devant le visage. Elle envoyait des messages à quelqu'un. L'horloge approchait des 11 heures. Plus qu'1 heure avant minuit, et elle était là, à préparer du café. « Toujours pas de nouvelles » demanda Talia à la jeune fille. « Rien, » dit JC. « J'ai même envoyé un ami passer devant la maison. Juste du ruban de sécurité, pas de lumière. » « On aurait déjà entendu parler s'il avait été arrêté par la police, » dit Talia. « Le truc de l'appel téléphonique. » Elle vit JC hocher la tête. La cafetière grésilla 1 minute plus tard et bipa pour signaler que le café était prêt. C'était un breuvage âpre, comme du chocolat rance passé au chalumeau. Talia ne buvait pas de café pour le goût. Elle le buvait pour rester éveillée. Et celui-ci remplissait parfaitement sa fonction. Elle posa la tasse sur son comptoir, qui s'enroulait en L autour de la petite cuisine, remplie d'appareils, datant d'au moins 1 décennie. Une télé était posée contre le mur du fond, face au canapé. Allumée mais sans son, une rediffusion des sports de la journée. Apaisant de regarder les matchs se dérouler. Moins dangereux que son propre jeu. Elles ont été jetées dans ce pétrin pour sauver Fade, et il n'était pas certain qu'elles aient réussi. Pas sûr que risquer leur vie en ait valu la peine. Talia avait plein de messages de son oncle sur son téléphone. Lui y avait trouvé son compte. Ils étaient entrés, avaient neutralisé leurs rivaux et étaient partis avant que la police ne puisse former un quelconque barrage. Maintenant, il lui parlait de toutes les nouvelles affaires. La remerciait pour l'idée. Rien de tel que faciliter une fusillade sauvage. Le coup à la porte les effraya toutes les deux. Talia renversa du café sur le comptoir, jura, et pendant qu'elle l'essuyait, JC courut vers la porte. L'ouvrit.
Fad, tenant un sac de sport et arborant un sourire fatigué, se tenait de l'autre côté. JC ne fit rien d'autre que de se jeter dans les bras de son père, l'envelopper dans une étreinte. Talia leur laissa de l'espace, se déplaça hors du champ de vision de Fade un instant et les laissa profiter de ses retrouvailles. Finalement, JC recula et laissa Fade entrer dans l'appartement. « Talia, » dit Fade, « merci. Pas seulement de nous laisser rester ici, mais d'être venu me chercher. »« Crois-moi, » dit Talia, « tu es un bon investissement. » Fad rit. « Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a vécu pas mal de trucs bizarres dernièrement. En ce moment, je croirais probablement tout ce que tu me dirais. » Fad la regarda, puis regarda JC, prit une respiration. « Eve m'a demandé d'être l'un de ses partenaires, un ratisseur. Comme le cow-boy, Lod. » JC prononça ce nom comme on parle d'un ennemi détesté, le cracha, avec du feu et du vinaigre. Oui, sauf qu'il n'est plus avec elle. Pour ce qu'on en sait, la police le détient. Ou Véronica l'a tué. Ou ils travaillent ensemble, dit Talia. Fade reconnut le commentaire d'un hochement de tête négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, papa? Je ne sais pas encore, dit Fade. Il enleva sa veste, posa le sac, puis fouilla dans la poche de son jean et en sortit un joyau vert cerclé d'or. Mais maintenant j'ai un de ces trucs, et je sais comment l'utiliser. Tu peux aller au bosquet quand tu veux, dit JC. Quand je veux. Je suis censé retrouver Eve là-bas demain. Puis Fade laissa son sourire disparaître et se tourna vers Talia. Je sais que ce n'est probablement pas une bonne nouvelle pour toi, mais je les rejoins. Fad maintint son regard, mais Talia pouvait sentir la conversation changer. Nous avons besoin d'un autre ratisseur. Si je peux la convaincre, je pense que tu serais la bienvenue. Merci pour l'offre, Fade, dit Talia, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas. C'était dans les hommes de mon oncle, ces équipes qui ont criblé le complexe de Bâle, dit Talia. Ils sont venus me soutenir, ils sont venus pour un prix. Tu ne vas pas? Je dois le faire, au moins pour un moment, dit Talia. Juste prononcer ces mots lui coûtait beaucoup. Retourner à la vie qu'elle avait essayé de quitter. « De quoi parlez-vous tous les deux ?» demanda JC. « Je vais travailler pour mon oncle, » dit Talia. C'était le marché. « Pour combien de temps ?» dit Fade. Talia haussa les épaules. « Tu sais, si tu devenais une ratisseuse, rien de tout ça n'aurait d'importance. Il ne pourrait pas te faire chanter. Fad, tu sais même combien gagne un ratisseur? Comment vas-tu réparer ta maison? Qui va s'occuper de JC? » Talia agita les bras en direction de son propre appartement. « Mon oncle n'est peut-être pas le meilleur pari, mais je n'aurai pas à m'inquiéter. » Fad commença à dire quelque chose, puis se contenta d'un hochement de tête. Jeta un coup d'œil à sa fille. « Allez, gamine, je suis épuisé. Et si on se préparait pour aller dormir? Si je me souviens bien, tu devrais être à l'école demain. » Éviter le problème. Du Fade tout craché. Mais quand Talia éteignit sa propre lumière cette nuit-là, elle fixa l'obscurité, luttant contre les souvenirs et les cauchemars qui les accompagnaient. Elle avait déjà tué pour de l'argent, et maintenant elle allait recommencer. Au diable ses propres promesses. Le lendemain matin, l'alarme de Fad sonna avant que le soleil n'ait dépassé les montagnes à l'est. Des lueurs violettes flottaient à travers les fenêtres, annonçant l'aube. Il se leva du canapé. JC encore évanoui de l'autre côté du lit. Il enfila les vêtements qu'il avait achetés la veille et mit une cafetière en route. Au cours de l'heure suivante, les deux autres se levèrent et imitèrent toute sa routine. Tout était l'homme normal. Fad déposa JC à l'école. L'appartement de Talia était dans un quartier différent, loin de la route du bus de la jeune fille. Ils parlèrent de la météo, des cours que JC aurait ce jour-là, un exercice d'évitement délibéré. Fad passa devant sa propre maison, du ruban de sécurité sur la fenêtre de devant et la porte.
Il se gara dans l'allée et entra. Par miracle, ou peut-être effrayé par tous les trous de balles, il n'avait pas encore été cambriolé. Il se fraya un chemin à travers les décombres. Il allait passer des appels aujourd'hui, des entrepreneurs, réparer les murs, tout réparer. Il devrait parler à Ève de ce salaire. Son lit, cependant, était toujours là, encore fait depuis ce matin-là. Pas de balles ici, pas de verre brisé. Il s'allongea sur la couette, sortit le joyau vert de sa poche et le fit danser devant son visage. Son nouveau trajet domicile-travail, juste là. D'une main, il saisit l'insigne, se concentra et appuya son pouce contre la partie inférieure. Aller au bosquet la première fois, c'était passé trop vite pour le ressentir, trop inattendu pour comprendre. Maintenant, pourtant, Fad saisit le changement, le clignotement aveuglant qui effaçait la maison pour faire apparaître la tour, la pièce argentée. Fad suivit les étincelles jusqu'à la porte, se jeta par-dessus le balcon et traversa la cour bondée jusqu'à la table où se tenait Ève. Des ratisseurs de toutes sortes d'espèces faisaient dit la queue devant l'orbe, le traversant vers des mondes inconnus. Ève leva les yeux vers Fade et lui adressa un sourire de bienvenue. « Tu as fait l'erreur du débutant ?» lui demanda Ève alors que Fade approchait. « L'erreur du débutant ? Utiliser l'insigne depuis chez toi ?» Fad hocha la tête. « C'est à sens unique, rappelle-toi, » dit Ève. « La prochaine fois, tu voudras te garer près d'un des endroits où l'audience peut nous envoyer. » « Ah, ouais, j'ai pas fait ça. » Yves rit. C'était pire quand il n'y avait pas de voiture ou de taxi. Fad regarda la table. L'audience avait fait apparaître la grille lumineuse. L'une d'elles, en particulier, brillait plus intensément que les autres. Ève la désigna du doigt. « Notre prochaine cible,